Bonjour tout le monde, je suis Denis Chira, je suis le dirigeant de la société Documalis. Je vais vous parler d'innovation ce soir, vous parler de choses un peu nouvelles, des choses qui ne se pratiquaient pas forcément. Je commence bien, l'innovation commence par ne pas marcher. Qui ne se pratiquaient pas forcément de manière très habituelle dans la région. Notre métier, c'est traiter du document. On va traiter du PDF, on va de manière innovante le faire circuler, on va faire du workflow, on va faire de la GED, on va être capable en fait de remplacer le papier par des documents numériques. Tout ça pour traiter des services financiers, pour traiter des services administratifs, pour pouvoir distribuer du courrier. Et ça, je le fais à peu près tous les jours. Je le fais 2 à 3 fois par jour. Je peux vous parler de quelque chose de beaucoup plus marrant. Je vais vous parler des lapins. Vous parlez de la GED et de la workflow, des matchs, je pense que vous en avez plein. On ne va pas parler de l'innov de la GED. Je vais vous parler d'un lapin. Un lapin, vous allez voir, c'est quelque chose de relativement innovant. Un lapin, c'est d'abord un étudiant. Donc un étudiant, ça peut étudier dans une école d'informatique, ça peut étudier des choses et ça peut apporter de la valeur parce qu'il est créatif. On est censé d'avoir fait 15 ans d'études pour être capable de faire de la créativité. Un lapin, vous le connaissez, ça travaille en groupe, ça copule dans un coin. Et à plein ensemble, ça fait plein de petits lapins. En faisant plein de petits lapins, on va être capable effectivement de créer de la valeur. Ce qui est bien l'objectif du projet. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va le faire de manière un petit peu atypique. On va vous proposer de parler du Minority Rabbit Project. Vous avez tous en tête un film qui ressemble à ça. Où on va faire travailler effectivement des lapins ensemble pour pouvoir arriver à quelque chose de L'aspirateur, vous l'avez tous vu, enfin, j'espère que vous l'avez vu, ça vous rappelle une image, j'imagine bien, en Atom Cruise, Minority Report, ne mélangeons pas les deux projets. Et à l'époque, 2002, donc ça date quand même déjà d'il y a plus de 12 ans, il fallait mettre un gant pour pouvoir manipuler dans l'espace, en fait, sur les écrans, des tableaux de bord, et faire manipuler de la donnée. Donc ça c'était avant, c'était 2002, il y avait déjà une vision précurseur, sauf qu'il y a eu avant, encore avant, on a quelqu'un qui en 95 a inventé le concept d'Oculus Rift. Vous connaissez tous l'Oculus pour pouvoir faire de la 3D. Et bien, le concept il date de Michael Douglas dans un film qui s'appelait Harcèlement. Alors moi j'ai retenu de la 3D de l'Oculus Rift, alors, essentiellement les Mimours, qui est arrivé par la suite, ce qui a permis de rendre la 3D intéressante. Donc ce principe de manipuler du document dans l'espace, en 3D, avec un Oculus Rift, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de complètement concret. Regardez juste un tout petit peu à quoi ça pouvait ressembler à l'époque, c'est assez rigolo de voir à quoi ressemblaient les machines à cette époque-là. On mettait un gant pour manipuler. Et on avait une pièce entière qui a été constituée d'ordinateurs pour pouvoir créer un espace 3D. Aujourd'hui, cette pièce, elle tient un PC qui est là. On parle de 20 ans d'historique. Derrière, vous avez vu des choses qui s'appelaient un Apple Macintosh première génération, un téléphone à touche à clavier. Et grâce à ça, l'objectif était de manipuler des documents de manière virtuelle, sans avoir physiquement à toucher un clavier, une souris. Pourquoi est-ce qu'on va manipuler des documents du bout du doigt? Vous allez me dire, ça sert à quoi? Aujourd'hui, ça marche très bien tel que c'est fait. Mais on va se placer dans un contexte où on n'aura plus les doigts pour pouvoir manipuler le clavier et la souris. Je donne un exemple très simple. Imaginez-vous en train de manipuler dans un laboratoire des produits pharmaceutiques, des produits chimiques dangereux. Imaginez un chirurgien en train d'opérer. Il a besoin de visualiser sa radio en 3D au moment où il opère. Faites ça avec des mains sur un clavier, une souris, une boule, ça va être très difficile. Imaginez juste votre garagiste. Vous l'avez déjà vu, les mains dans le cambouis. Aujourd'hui, il a les mains dans le cambouis, il est 10 alternateurs. En même temps, il a besoin de voir sur sa tablette en fait, la cartographie moteur branchée sur la petite manette qui est sur la prise informatique de la voiture. Il va manipuler une tablette, j'ai vu faire avec des doigts plein de graisse. Le premier quotidien, c'est pas très drôle. Donc l'idée, c'est comment arriver à faire ça, effectivement, sans avoir à toucher physiquement du bout du doigt le système. Donc ce que je vous présente, à 2 ans, on a commencé en 2014 à travailler sur un objet qui s'appelle le Leapmotion. Certains d'entre vous en ont entendu parler. Le Leapmotion, c'est ça. C'est un petit boîtier capable de capter dans l'espace la présence des doigts de manière automatique sans qu'on ait besoin de toucher. Alors concrètement, moi j'alterne la démo et la partie présentation. Je vais vous montrer comment est-ce qu'un Leapmotion fonctionne de manière très simple, avec une petite démo. C'est quand même mieux. Vous voyez, c'est mes doigts dans l'espace. Donc on a la capacité d'arriver à capter le mouvement individuel des doigts, des phalanges, des pouces, la rotation, pour pouvoir en faire des gestes utilisables dans une application métier, exactement comme on le ferait avec un clavier et une souris, mais en plus on est en 3D. Donc je vous passerai les autres démos tout à l'heure, mais pour l'instant,
on va revenir sur notre sujet. Donc, techniquement, les outils existent. Les outils existent depuis maintenant plus d'1 an. On a des ateliers permettant de faire de la manipulation de documents en 3D. Et à partir de ces outils de base, effectivement, on retrouve pas mal de développement fait sur Leap-Motion, mais pas forcément dans le contexte qui va nous intéresser. Ça, c'était la préhistoire, 2014. On est arrivé à l'ère d'aujourd'hui, 2015, donc on a gagné 12 mois, et en 12 mois, les technos ont changé. On va vous parler du Mio. On va vous montrer un Mio tout à l'heure. Un Mio, c'est quelque chose qui se porte au bras. L'avantage, c'est qu'on n'a plus de fil à la patte. Ici, on avait le fil. Donc, s'éloigner du PC, c'est difficile. Avec le Mio, on est connecté en Bluetooth. On peut donc se promener n'importe où dans l'espace. On peut travailler dans un moteur de voiture sans être embêté par le fil qui nous suit derrière. On va donc être capable de manipuler avec les mêmes typologies de mouvements, faites des objets divers et variés au sein du système. Alors ça, on aurait pu le faire de manière très traditionnelle. On est éditeur de logiciel depuis 10 ans, on est une start-up avec 17 personnes, les 2 dirigeants sont 100 années d'expérience cumulée à eux deux, mais on n'a pas voulu le faire comme ça. On aurait pu le faire avec le cahier des charges, la spécification, le développement, la mise en œuvre, les tests, la commercialisation, le produit. Et on s'est simplement dit qu'on allait le faire autrement, parce qu'en 2012, je suis passé moi aussi aux États-Unis sur cette fameuse Learning Expedition, et qu'on a entendu des termes qui m'ont plu, qui s'appellent le coworking, qui s'appelle le partage de valeurs, qui s'appelle le design thinking dans la création des objets, dans la conception, une storytelling qui peut arriver sur la façon de raconter l'histoire. Quand on a un PC qui marche correctement, c'est quand même mieux. En tout cas, on a voulu le faire en groupe, on n'a pas voulu le faire de manière seule, on n'a pas voulu travailler dessus en disant on est une société, on va fabriquer le produit. Et on a fait travailler 28 personnes pendant 6 mois, des volontaires. Des volontaires de 3 structures, des volontaires de notre société, des volontaires étudiants qui se sont mis à travailler le soir, le week-end, bénévolement sur le sujet, avec chacun un bout de compétence. Alors c'est clair que quand on travaille avec des gens qui apportent leur bonne volonté, on ne va pas forcément trouver toutes les compétences pointues tout le temps. Par contre, avec 28 personnes, croyez-moi, il y a moyen d'arriver à trouver beaucoup de choses permettant de réaliser un groupe de travail qui construit des outils. On a également réalisé, vous trouverez sur le site internet, un certain nombre de petites vidéos, de books permettant de montrer un petit peu les qualités et les valeurs de chacun et surtout les qualités de l'ensemble. C'est 1 plus 1 égale 3, c'est pas 1 plus 1 égale 2. Quand on essaie de faire de la techno et de la valeur ensemble, ça fonctionne beaucoup mieux. Et donc en y mettant effectivement des personnes différentes, un industriel que je représente, un éditeur logiciel depuis 10 ans, c'est faire, des étudiants qui sont en fait une force vive, qui ont envie d'innovation, envie de travailler, et puis un fab qui a travaillé avec nous sur la partie création, j'en reviendrai sur le retour d'expérience tout à l'heure. Et bien en mettant ces gens-là ensemble, on secoue le tout, on fait un gros shaker, et puis on peut sortir des choses. Donc là, vous allez retrouver des choses comme l'esprit d'équipe extrêmement important pour ce genre de projet. Vous ne faites pas ça avec une direction hiérarchique, avec un chef, des sous-chefs et des pilotes d'équipe, ça ne marche pas. Vous faites ça avec une communauté, du partage, le projet est sur GitHub, ceux qui ont envie d'aller le chercher vont le chercher, vont travailler. On le fait pour le plaisir, on le fait pour le fun, mais on le fait aussi pour obtenir quelque part quelque chose de radicalement différent de ce qu'on aurait pu faire tout seul. On l'a lancé il y a 1 an avec un esprit micro-projet, puis on en fera un autre après. Donc le micro-projet initial a fourni un premier prototype, à peu près opérationnel. On en a fait quelque chose, on va dire, de nouveau en termes de techno. Et puis, quelque part, entre-temps, on a changé d'outil, parce qu'effectivement, comme je vous dis, 1 an après, ce genre d'objet has-been, on a passé vers le Mio. Puis entre-temps, on a perdu un de nos acteurs, puisque le Fab, qui était une structure à Nantes de Saint-Nazaire, a hélas disparu, entre-temps, de manière économique, ce qui ne nous empêche pas de renouveler et de préparer l'avenir avec d'autres choses. Donc on a repris, on maintient la logique et le projet, en disant on va où ? On va où avec tout ça ? On est en train de fabriquer des solutions pour lire des PDF à la volée à l'écran. Et bien on va aller vers des bannettes pilotées. Oui, dans notre métier, on a des bannettes documentaires. On ne va pas les piloter au milieu au bras, mais par contre, la nouvelle façon de travailler sur le clavier et la souris va naturellement arriver. On va aussi piloter des drones, et dans quelques secondes, vous allez le voir arriver. Et puis on va chercher des gens qui ont la volonté de collaborer sur un projet de cette nature innovante. J'ai un lapin ici, tu as le droit de venir devant, tu as le droit de venir te présenter. Ça peut faire des choses très rigolotes. Le lapin ça vole, comme vous voyez. Ça crée de la valeur, ça peut être innovant, ça se promène. Ne coince pas mon lapin. Donc autour du bras, l'instant, c'est ça milieu qui permet de manipuler. La hauteur n'est pas suffisante pour manipuler correctement. Merci Vincent. On l'a pas cassé. Merci. Donc voilà une tenue.